Madame, monsieur, bonsoir. Il est 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. Il fait très chaud, le mercure est en hausse. L'une des villes les plus concernées par cette vague de chaleur, c'est Marrakech. Le mercure y avoisine les 50 degrés, mais pas de quoi décourager les touristes respectueux des gestes barrières malgré la canicule, pourvu que les fortes températures réduisent les contacts humains et donc la propagation du virus. Covid-19, les services de réanimation des hôpitaux du Royaume sont à nouveau au bord de la saturation. Les cas graves et critiques en détresse respiratoire se comptent désormais par centaines. Pour nous en parler ce soir, Mustafa El-Foutouh, professeur chef du département des maladies pulmonaires au CHU Ibn Sina de Rabat. Et puis, page environnement, il sera question de biodiversité. On parlera du projet Revive Atlas Cedar, un projet qui vise à promouvoir les pratiques d'utilisation durable des eaux et des terres pour une gestion durable des ressources naturelles de la cédraie du Moyen Atlas. Lancé à Azero, il est mené par de jeunes biologistes de divers horizons. Il fait très chaud, vous l'avez remarqué depuis hier, le thermomètre est monté de plusieurs crans. Par endroits, le mercure frôle les 49 degrés. Suite à la remontée d'une masse d'air sec et chaud par le sud, les températures connaissent donc une hausse sensible sur la majeure partie du royaume. Cette vague de chaleur dépasse la normale mensuelle de 5 à 10 degrés. Le week-end s'annonce donc très chaud. Le thermomètre variera de 46 à 49 degrés sur plusieurs provinces du royaume pour atteindre 45 à 48 degrés dans les provinces de Marrakech, Chichaoua, Khmisset, Sidi, Assazag, Tata et Zagoura, précise la direction générale de la météorologie. Et puis à Rabat, Salé, Skhairat, Mera, Nouasser et Mediona, Doujda, Angad, Jarada, Gersif, Taourit, Chefchaoun, L'Hajb, Sfrou, Khnifra, Taza, Boulmen, Nadour, Driouch, Berkan, L'Araïch, Kenitra, Essaouira, Safé, Berchid, Ben Slimane et El Jadida. Il fera entre 39 et 45 degrés. Et justement, l'une des villes où il fait très chaud d'ailleurs, c'est Marrakech. Le mercure y avoisine les 50 degrés, pas de quoi décourager les touristes, pourvu que les fortes températures réduisent les contacts humains et donc la propagation du virus. Reportage Soumia Belayachi, Omaïma Ramli. Il brille de 1000 feux dans le ciel de Marrakech. Depuis 2 jours, locaux et touristes en rendez-vous avec un soleil tapant. 48 degrés Celsius. Ressortir les chapeaux, la crème solaire et surtout ajuster ses lunettes, voilà comment se prépare le peu de gens qui s'aventurent à mettre le nez dehors avant le coucher du soleil. Aujourd'hui, il fait très chaud. On sent qu'il fait plus chaud que les jours précédents et ça commence à devenir un peu difficile, mais c'est toujours agréable de se promener dans les souks. Je supporte bien la chaleur, donc je suis ravie. Donc on vient de Belgique où il pleut, donc la chaleur et le soleil, ça fait du bien. Des touristes que ni la chaleur ni le Covid ne découragent et des locaux habitués. À chaque hausse du mercure, ils font preuve d'ingéniosité. Il fait chaud, mais ça va, on est bien. Parce que tout le temps on arrose, il y a la fraîcheur. Je suis conducteur de calèche. Quand je conduis, je ne sens pas la chaleur. Du coup, même quand je ne suis pas au travail, j'essaye de rester en mouvement pour éviter les coups de soleil. Une chaleur qui persistera jusqu'à lundi. Pour ce week-end, le mercure avoisinera les 49 degrés à Marrakech, Chichaoua, Khmisset, Sidi Ben Nour, Assazag, Tata et Zagoura. Situation épidémiologique, à présent nous enregistrons chaque jour un triste record de décès, 112 pour les dernières 24 heures, 10 752 nouveaux cas d'infection recensés, les cas actifs se chiffrent à près de 82 000 pendant que les cas sévères et critiques continuent leur hausse. Près de 2000 patients, dont 68 sont intubés. Et puis la campagne vaccinale avance. Le nombre de primo-vaccinés est de plus de 16 millions, pendant que plus de 11 368 000 ont bénéficié d'un schéma vaccinal complet.
Les services de réanimation des hôpitaux du Royaume sont à nouveau au bord de la saturation. Les cas graves et critiques en détresse respiratoire se comptent désormais par centaines. Pire encore, ceux qui se trouvent en réanimation sont de plus en plus jeunes. Le variant Delta s'est propagé rapidement. Il est devenu le variant dominant. Le système de santé est sous pression. La situation épidémiologique est alarmante donc, c'est le moins que l'on puisse dire. Aujourd'hui, nous invitons un pneumologue pour nous éclairer sur cet essoufflement dont beaucoup de patients souffrent, de la détresse respiratoire qui oblige les malades à se faire hospitaliser. Je dis qui oblige car une fois il y a détresse respiratoire avec ou sans test de dépistage du Covid, la respiration artificielle en milieu hospitalier s'impose. Nous avons avec nous donc en direct le professeur pneumologue Mustafa El Fattouh. Professeur, bonsoir. Vous êtes chef du département des maladies pulmonaires au CHU Ibn Sina de Rabat. Alors, nous le disions, les services de réanimation sont, disons-le, saturés en raison justement de tous ces patients en détresse respiratoire qui arrivent en nombre chaque jour. Bonsoir, merci pour l'invitation. Permettez-moi de rappeler aux téléspectateurs que cette maladie virale n'atteint pas uniquement le poumon, elle atteint plusieurs autres organes. Donc, lorsqu'on dit détresse, ça peut être soit une détresse respiratoire, soit une détresse vitale, qui ramène malheureusement ce genre de patients à la réanimation. Donc, l'atteinte pulmonaire, elle est la plus prédominante, c'est vrai, et elle est la plus inquiétante. Alors, il faut expliquer un peu pourquoi cette détresse peut arriver. Alors, le premier facteur, c'est tout d'abord la charge virale. Lorsqu'on est contaminé par une charge virale importante, on peut faire une forme grave au début. Deuxième facteur, c'est lorsque le corps est affaibli. Le corps il peut être affaibli à cause de l'âge avancé, à cause d'une maladie chronique, le diabète, l'hypertension par exemple, un cancer. La détresse, elle peut venir par une atteinte initiale importante, c'est-à-dire que les poumons sont atteints de plus de 60%, 70%. C'est normal que le malade il va arriver en détresse. Et puis surtout un quatrième facteur, et là j'insiste sur ce facteur, c'est le retard de diagnostic et le retard de prise en charge. C'est-à-dire que le patient, au lieu qu'il consulte à temps, il va traîner un peu 4, 5 jours, 6 jours, 7 jours malheureusement, jusqu'à ce qu'il y ait aggravation. Donc voilà un petit peu grosso modo ces 4 facteurs qui peuvent amener à la détresse respiratoire et une hospitalisation en réanimation malheureusement avec ventilation probable. Professeur, il y a des centaines de patients en soins intensifs, une sorte d'antichambre qui mène à la réanimation. La maladie mène de plus en plus rapidement à une complication qui mène à la ventilation artificielle. À votre avis, pourquoi ? Alors, je reviens à l'unité de soins intensifs pour expliquer le fait qu'on a plus de malades en unité de soins intensifs qu'en réa. Et je dirais bien que c'est heureusement parce que lorsque je dis unité de soins intensifs, ce sont juste des patients qui ont par exemple une atteinte légère ou bien ils nécessitent uniquement de l'oxygène, parfois à haut débit. Voilà, qui ont des difficultés à respirer. Voilà, un traitement intensifié avec un contrôle qui est bien serré. Et généralement, ce sont des patients qu'on arrive à sauver, à gérer. Et c'est une minorité qui va passer en réanimation, heureusement. Donc, lorsqu'on dit unité de soins intensifs, c'est un traitement intensif, mais avec de l'oxygénothérapie à haut débit. Et on a plus de malades en soins intensifs qu'en réanimation, heureusement, je le répète. Alors, professeur, qu'est-ce qui explique cette nouvelle situation épidémiologique très alarmante, il faut le dire, et quels sont vos conseils à ceux qui nous regardent ce soir ? Excellente question, parce que lorsqu'on dit qu'est-ce qui explique, c'est vrai que ce qui explique, c'est que le virus est toujours parmi nous. Il faut faire attention. Deuxièmement, ce variant, il est très, très, très transmissible. Ça, on le dit, on n'a pas cessé de le dire. Troisième, je dirais, explication, c'est un peu ces derniers temps, il y a beaucoup de mobilité de la population, beaucoup de rassemblements. Il y a la période de l'été, l'Eid, et ça a fait qu'il y a une flambée de cette pandémie, malheureusement.
Alors, moi, ce que je conseille, je dirais que j'ai 3 messages à transmettre de façon claire. Tout d'abord, vaccination. Vaccination, il faut se faire vacciner parce que la vaccination, elle diminue la transmissibilité dans un certain pourcentage de cas, elle diminue les formes graves, elle diminue, le risque d'attraper la maladie. Ça, c'est le message. Donc, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, la vaccination, elle est disponible, elle est gratuite. Je pense qu'il y a tout pour faire la vaccination, d'autant plus qu'on a élargi à l'âge 20 ans, donc entre 20 et 30 ans. On sait que cette population, elle est très, très prédominante dans notre société. Et je pense qu'on pourra arriver à l'immunité collective avec cette vaccination, avec l'adhésion, bien sûr, de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. Deuxième message, respectons encore les mesures barrières. C'est-à-dire qu'une personne vaccinée, elle peut transmettre le virus. Donc, respectons les mesures barrières, respectons le lavage des mains, respectons la distanciation. Et puis, mon troisième message, et là, c'est un message aussi important, j'incite les patients qui ont des symptômes. Celui qui a des symptômes, il doit consulter. Il y a les centres de santé, il y a les hôpitaux, il y a les médecins privés, le secteur libéral, il faut qu'il consulte parce que l'évaluation objective, elle est faite par le médecin. Le médecin, lorsque le patient arrive chez le médecin, il va faire une évaluation objective et il va lui proposer un traitement, bien sûr, sur le national, mais il y a des spécificités, il y a des petites choses, des finesses que seul le médecin peut préconiser. Et puis, ce médecin, il va suivre le patient. Malheureusement, lorsqu'on dit au patient d'aller à domicile pendant 3 à 4 jours, il faut un suivi parce qu'il y a des aggravations à J7, J10 qui ramènent les malades en réanimation. Donc, la consultation, le suivi, c'est important. Professeur Mostafa El-Fatouh, merci pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes chef du département des maladies pulmonaires au CHU Ibn Sina de Rabat. Merci. Élection générale du 8 septembre prochain, le dépôt des candidatures pour les élections a été fixé du 16 au 25 de ce mois pour élire les membres de la Chambre des représentants, les membres des conseils communaux et d'arrondissement et les membres des conseils régionaux. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de l'Intérieur. Les détails avec Mohamed Daikilchkar. Dépôt des candidatures donc à partir de lundi prochain jusqu'au mercredi 25 de ce mois à midi. Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, les candidatures sont à déposer sous forme de liste de candidatures par le mandataire de chaque liste, au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissement concernée pour les circonscriptions électorales locales, et au siège de la wilaya de la région pour les circonscriptions électorales régionales. Concernant l'élection des membres des conseils communaux et d'arrondissement, les candidatures seront déposées selon les cas sous forme de liste de candidature ou de déclaration individuelle de candidature par le mandataire de chaque liste ou chaque candidat au siège de l'autorité administrative locale dont relève la commune ou l'arrondissement. Quant aux candidatures relatives à l'élection des membres des conseils régionaux, elles doivent être déposées sous forme de liste de candidature par le mandataire de chaque liste au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissement relevant de la région concernée. Le ministre de l'Intérieur informe les personnes souhaitant se présenter à ces élections qu'elles peuvent retirer les formulaires de déclaration individuelle de candidature ou les listes de candidature selon les cas auprès des autorités administratives locales dont relèvent les circonscriptions au nom desquelles ils comptent se présenter. Le ministre de l'Intérieur informe les personnes souhaitant se présenter à ces élections qu'elles peuvent retirer les formulaires de déclaration individuelle de candidature ou les listes de candidature, selon le cas, auprès des autorités administratives locales dont relèvent les circonscriptions au nom desquelles ils comptent se présenter. Le ministre de l'Intérieur tient à rappeler que la campagne électorale au titre de ces élections débutera à la première heure du jeudi 26 de ce mois. Elle s'achèvera le mardi 7 septembre prochain à minuit. Place à présent à notre rubrique quotidienne qui donne la parole aux dirigeants des partis politiques dans la perspective des prochaines échéances électorales du 8 septembre. Ce soir, nous écoutons d'abord le secrétaire général du mouvement démocratique social.
حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بطبيعة الحال هيئ برنامج يعني الدخول لغمار الاستحقاقات شتنبر. Le parti du mouvement démocratique social a préparé bien évidemment tout un programme pour entrer en lice des prochaines élections de septembre. Et tout le monde sait que notre pays fait face à de grands défis et que nos problèmes sont toujours en suspens. Le parti du mouvement démocratique social ambitionne justement de contribuer efficacement à la phase post-élection dans l'implémentation de tout ce qui concerne notamment le volet social. Car au sein du mouvement démocratique social, nous croyons que le Maroc a effectué de grands pas dans de nombreux secteurs, mais ce qui préoccupe l'opinion publique et les citoyens, c'est ce qui touche directement à la vie du citoyen. يعني دائما هو ما يخص مباشرة المواطن. كاين أمور أخرى اللي ناقشناها كذلك في الحزب. Nous avons également discuté au sein du parti des questions des candidatures et des personnes qui peuvent représenter le mouvement démocratique social au niveau national et local. Le débat a permis de sortir avec cette décision de ne porter le choix que sur des candidats actifs, proches des citoyens. Ceci est plus important pour nous que le résultat, le fait de remporter ou non un siège. Ce qui nous intéresse, c'est d'être proche des citoyens, à l'écoute des citoyens, quel que soit le résultat du vote. Au moins, nous aurons mandaté des personnes intègres et honnêtes, proches des citoyens, à l'écoute des citoyens. C'est une chose très importante. Nous avons décidé que nos candidats fassent partie de la catégorie des membres qui honorent le parti et qu'ils fassent partie de l'élite. Cette élite qui contribuera à faire dire que les élus dans le royaume méritent d'être remerciés pour les efforts qu'ils déploient. ويكونوا من واحد النخبه اللي بغينا نغيروا بها شويه هاد يعني الخطاب اللي سائد اليوم عبر المملكه ونقولوا على ان المنتخبين كذلك راه فيهم اناس اللي يستحقوا اننا نشكرهم على المجهودات اللي كيقوموا بها. بغينا كذلك واحد النخبه ديال الشباب وديال الشابات اللي كذلك يدخلوا لغمار السياسه. Nous voulons que des jeunes entrent dans le domaine de la politique. Cela fait des années que nous appelons en tant que parti politique à ce que les jeunes participent à la vie politique. Mais en réalité, peu d'opportunités leur sont offertes pour qu'ils soient représentés dans les institutions élues. Aujourd'hui, nous essayons de convaincre les jeunes à entrer en politique. C'est l'occasion de lancer un appel aux jeunes qu'ils doivent participer à la vie politique pour produire le changement. Il n'est pas normal que les jeunes soient en désaffection de la chose politique et qu'en même temps, ils revendiquent le changement. Le changement doit être opéré par les jeunes, qui doivent être actifs au sein des partis. Et les partis, pour leur part, doivent leur donner l'opportunité de contribuer par leurs idées, par les expériences qu'ils ont accumulées durant leurs études supérieures. بالاراء ديالهم يساهموا بالتجربه ديالهم اللي راكموها في الدراسه العليا ديالهم. اشنو يمكن لي نضيف قبل الاستحقاقات؟ Qu'est-ce que je peux dire d'autre avant les échéances électorales? Eh bien, c'est un appel aux citoyens marocains et à la citoyenne marocaine, un appel à ce qu'ils se rendent au bureau de vote pour accomplir le devoir national, pour une participation importante qui aura un impact positif sur la carte politique au Maroc. Car dans la majorité des cas, les gens qui critiquent les politiques publiques sont des gens qui ne votent pas. Si vous voulez le changement, vous devez, vous, citoyennes et citoyens, accomplir votre devoir national. المواطنات والمواطنين المغاربه خاصكم تمشيو اولا تأديو الواجب الوطني ديالكم. Autre parti, autre programme politique. Cette fois, il s'agit du secrétaire général du parti, de la Shura et de l'Istiqlal.
نحن في حزب الشورى والاستقلال لا نستسهل انتظارات المواطنات والمواطنين من الانتخابات القادمة. Nous, au parti de la Choura et de l'Istiqlal, ne minimisons pas les attentes des citoyennes et des citoyens par rapport aux prochaines élections. Nous prenons également très au sérieux ces attentes. Les enjeux sont multiples, ils nécessitent non seulement de redoubler d'efforts, mais également de faire face aux défis. Avec la compétence nécessaire et la détermination des jeunes, nous devons faire face à l'enjeu du développement et il y a un nouveau modèle de développement avec des contenus très ambitieux. Il faudra, pour leur implémentation, une mobilisation au niveau des institutions territoriales, de jeunes potentialités compétentes que nous œuvrons à présenter à l'électeur. Nous appelons à ce que cette catégorie bénéficie de la confiance dans le cadre du renouvellement des élites. Il y a également le défi de redynamisation des régions et de mise en œuvre des mesures de cette redynamisation pour que les régions réussissent l'objectif tracé sur le plan du développement, ainsi que la coordination pour surmonter les dysfonctionnements identifiés sur le plan de l'espace. Il y a également le défi de faire évoluer l'institution législative afin qu'elle soit à la hauteur du rôle attendu d'elle dans le contrôle du gouvernement, pour l'accompagnement de la dynamique que connaît le Maroc, en jouant son rôle dans l'amélioration des propositions de loi et la dynamisation des commissions d'enquête en vue de renforcer le principe de bonne gouvernance et pour la reddition des comptes. En plus de ces défis, nous considérons au parti de la Choura et de l'Istiqlal que notre pays doit mettre en œuvre les droits garantis par la Constitution de 2011 pour les citoyennes et pour les citoyens, que ce soit le droit au travail ou les libertés. Améliorer l'image du Maroc à ce niveau ne doit plus s'offrir la moindre négligence, surtout que le dossier de notre unité territoriale a connu d'importantes réalisations et des avancées palpables grâce à la sage diplomatie de Sa Majesté le Roi. Ceci exige de notre part que notre pays offre à la communauté internationale une image plus radieuse, plus équitable. Ces enjeux sont tous considérés comme des priorités dans notre programme électoral, dont la mise en œuvre doit être intégrée et équilibrée. Aujourd'hui, vous avez entre les mains l'opportunité de barrer la route aux intermédiaires et coursiers des élections en donnant vos voix à de nouvelles compétences, capables de traduire vos attentes sur le terrain en réalisations palpables, capables de concrétiser vos aspirations pour le développement et l'essor sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le préserve. On parle économie à présent. Le projet de loi de finances au titre de l'exercice 2022 prévoit un ensemble de mesures destinées à la relance de l'économie nationale et la poursuite des réformes économiques et sociales majeures. En se basant sur les priorités du PLF et les données de la conjoncture nationale et internationale, l'économie nationale devrait enregistrer une croissance de 3,2% en 2022. Pour cette année 2021, grâce à une multitude des facteurs de relance combinés à une récolte céréalière exceptionnelle de 103 millions de quintaux, l'économie nationale devrait enregistrer une croissance située entre 5,5 et 5,8% après la contraction économique estimée à moins 6,3% en 2020. Page environnement, le projet Revive Atlas Cédar, un projet qui vise à promouvoir les pratiques d'utilisation durable des eaux et des terres pour une gestion durable des ressources naturelles de la cédraie du Moyen Atlas. Il est mené par de jeunes biologistes. Le projet donc a été lancé à Azoro à l'initiative du Fonds de l'eau du Sbou, mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds mondial pour la nature. Voyons tout cela dans ce reportage réalisé par Ahmed Fadili, Mounia Marouche, Oumaïma Rabli.
Elle est au cœur de leurs préoccupations. La réserve de biosphère de la Cédrée de l'Atlas et sa préservation sont au centre des débats lors de cette rencontre. Des biologistes de divers horizons déclinent les grandes lignes du projet Revive Atlas Cedar, un projet qui va préserver les ressources naturelles de ce réservoir de biodiversité. S'intéresser précisément donc à l'utilisation de l'eau et de la terre au niveau de cette réserve. Donc comme vous le connaissez, il y a une grande dépendance des ressources naturelles, des ressources forestières, et du coup il est à l'encontre de la conservation. Donc l'usage de la terre et de l'eau va permettre donc de réduire la pression sur les ressources naturelles et les ressources forestières, et du coup il va contribuer donc à la conservation de ces ressources. Il est également question d'initier les agriculteurs et les éleveurs de la région aux bonnes pratiques respectueuses de la biodiversité. De quoi freiner la dégradation des terres et accroître les résiliences aux variations et aux changements climatiques. Les activités principales de ce projet vont s'articuler autour de, premièrement, renforcement de capacité, amélioration des connaissances d'un réseau de formateurs locaux. Deuxièmement, la mise en place d'un système de suivi et de surveillance. Troisièmement, la mise en place de projets terrain. Et puis quatrièmement, la dissémination des meilleures pratiques que nous allons développer durant ce projet. Située au centre massif de l'Atlas, la réserve de biosphère de la Cédrée s'étale sur 1 375 000 hectares en couvrant la région du Moyen Atlas et du Haut Atlas. Ce joyau de la nature a été classé en 2016 patrimoine mondial de l'humanité. Voilà, c'est avec cette page environnement que nous refermons l'édition. L'info revient sur Lula, 21h. Excellente soirée, à bientôt.